La plupart des analystes que j'ai pu écouter sur YouTube ont une approche biaisée, avec un biais fortement négatif quand il s'agit de conseiller ou de déconseiller les investissements Pinel. Je ne vais pas prétendre ne pas être biaisé, je le suis. Je vais donner ici un avis plutôt nuancé et plutôt positif pour trois raisons. La première, l'expérience. J'ai fait un certain nombre d'opérations immobilières défiscalisantes dans ma carrière d'investisseur immobilier, je dirais amateur, quelque peu averti. Et tant que vous avez une opération que vous analysez bien, qui était bien comprise, qui fait partie de votre stratégie patrimoniale, je pense qu'elle peut vous donner satisfaction. Point numéro un. Point numéro 2, il convient d'évaluer ici un cadre défiscalisant Pinel. Or, la plupart des analyses que je peux écouter comparent un investissement, je dirais, quelconque dans l'ancien avec un appartement neuf, et il y a une forte surcote par rapport à l'ancien. Donc finalement, les biens ne sont pas comparables parce qu'ils proposent des prestations totalement différentes par rapport à vos locataires potentiels. Du coup, ça laisse aussi supposer qu'un investissement neuf est forcément hors de prix, ce qui est rigoureusement faux. Enfin, il n'y a pas d'investissement Pinel en tant que tel. Ça ne fait pas sens en fait. Il y a un investissement immobilier dans le neuf et c'est à vous de le faire ou pas dans le cadre de la loi fiscale Pinel. C'est une sorte de raccourci de langage qui, à mon avis, relève d'une certaine forme de désinformation financière. Donc du coup, dans cette vidéo, je propose d'avoir une approche un peu plus globale, un peu plus holistique, et de ne pas tirer une conclusion uniquement que sur la simple analyse des rendements financiers dans l'ancien et dans le neuf. Et je vous invite quelque part à vous interroger, quoi qu'il arrive, sur la pertinence de ce type d'investissement immobilier dans le neuf avec le cadre fiscal Pinel, en regard de vos objectifs à terme patrimoniaux et évidemment de vos différentes stratégies pour pouvoir atteindre vos objectifs. Pour ce qui est des niches fiscales ou hauts cadres fiscaux, la liste est longue et je ne vais pas essayer ici de toutes les couvrir, ni de plus, mais je vais essayer de, comme je le disais à l'instant, d'essayer de m'intéresser à celle que nous avons aujourd'hui disponible, qui s'appelle la loi fiscale Pinel. Alors, il y en a eu d'autres, des lois. Il y en a eu, elles sont très nombreuses. Elles ont toutes à peu près le même objectif qui me semble intéressant de pouvoir confirmer ici. D'abord, le gouvernement n'arrive pas en tant que tel à assurer la demande d'investissement de qualité et proche de centre-ville. Du coup, il propose à nous, investisseurs privés, de le faire à sa place. Hein. Donc, quelque part, il nous encourage à investir pour pouvoir avoir un rôle social. Ça veut dire effectivement que, de par ces lois-là, elles ont tendance à favoriser que les locataires ne soient pas des gens entre guillemets nantis, plutôt des personnes qui ont des revenus intermédiaires. Donc voilà vraiment pour ce qui est de l'objectif. Et il me semble très clair et très précis, et il y a eu des années et des années et des années de programmes successifs qui vont dans la même direction. Le deuxième élément, encore une fois, c'est qu'ici, il s'agit de repréciser. C'est à vous de faire un choix. Soit vous voulez investir dans du neuf, et il est à vous de décider ou pas de le faire dans le cadre d'investissement de la loi fiscale Pinel, ou vous pouvez le faire dans l'ancien. Et il y a d'ailleurs une autre loi qui existe, qui s'appelle la loi de Normandie. Si vous êtes intéressé que je vous fasse une vidéo pour vous donner mon analyse sur cette loi-là, n'hésitez pas à me faire un message dans les commentaires. Donc encore une fois, il n'y a pas de bien Pinel ou de loi de Normandie. Il y a encore une fois des propositions faites par des promoteurs immobiliers qui vont proposer un bien immobilier, que vous soyez primo-accédant, secondo-accédant ou investisseur. Il n'y a pas de gamme de prix différente en fonction de votre, entre guillemets, origine ou motivation. D'accord? Donc soyons super clairs. Maintenant, ceci dit, il y a des promoteurs immobiliers qui malheureusement n'ont pas le même niveau, je dirais, euh, d'éthique professionnelle qu'un Eiffage ou un Bouygues Immobilier ou un BNP Paribas Immobilier, pour citer trois grands acteurs du marché. Donc, à vous évidemment de faire attention à ne pas vous être attiré par une carotte fiscale et à n'oublier que vous achetez d'abord un bien immobilier avec toute l'analyse qui consiste à bien évidemment mettre en place. Cet objectif que le gouvernement a, pour pouvoir rentrer dans ce cadre-là, vous avez un nombre de droits, mais surtout d'obligations, auxquelles il va falloir faire face. Donc, l'idée générale et globale, c'est qu'on veut que vous alimentiez ce marché d'appartements proposés à la location avec des appartements neufs, avec les toutes dernières meilleures prestations en termes de qualité. Il s'agit de lutter contre l'obsolescence immobilière, proposer de la location nue, qui, on le verra dans les chiffres, est l'essentiel de l'offre du marché, malgré l'émergence des offres Airbnb et autres, et de préférence de le proposer dans des zones tendues, où la demande locative est très forte, donc on va essayer de résoudre un problème de d'adéquation entre une demande très forte et une offre relativement faible,
à des personnes préférence de classe moyenne, voire de moyenne basse, et de faire en sorte que vous n'en abusiez pas. Il ne s'agit pas que vous surmultipliez ce genre d'opération. Voilà les conditions, les obligations que propose l'État. Alors, il y a deux contraintes qui sont très très notoires. Celle relative au niveau de loyer que vous allez pouvoir faire. Donc, il s'agit quelque part de maintenir vos niveaux de loyer à quelque chose qui soit atteignable et dans le domaine des prix que vont pouvoir effectivement se permettre vos futurs locataires. Et deuxième condition, ça des ressources. Alors, quand on le regarde et qu'on essaie de ne pas avoir un prisme euh, expressément parisien et qu'on regarde le niveau des salaires dans nos belles régions françaises, on se rend compte qu'en fait, les contraintes de niveau de salaire sont relativement larges et vous permettront de trouver des personnes qui pourront d'ailleurs faire l'objet d'une garantie visale si une garantie contre impayé est importante pour vous. En face de ces contraintes-là, vous allez avoir évidemment une rémunération, une contrepartie. D'accord? Donc il y a des contraintes qui sont fortes, il y a une récompense fiscale qui est forte. Notons quand même, et d'expérience, qu'elle est de moins en moins avantageuse au fur et à mesure des années. Et quelque part, ça fait sens, parce que dans la loi Pinel, vous remarquerez que le gouvernement a déjà analysé les zones tendues au niveau locatif. Du coup, plutôt que de vous perdre dans des zones de type B1, B2, dans des villes comme Montauban, où je dirais, la perspective de croissance de la démographie de la ville, du bassin d'emploi, laisse un peu songeur, ici, en allant avec un investissement de type loi Pinel, vous avez une première sélection des zones qui sont tendues, ce qui quelque part vous retire une forme de risque. Et comme le risque descend, le rendement descend. Donc il est quelque part pas étonnant que la réduction fiscale proposée aujourd'hui soit moins importante qu'elle l'était il y a 10 ans lors des lois Robien ou des lois Séguier. Elle reste quand même conséquente. Aujourd'hui, sur un bien que vous allez détenir soit 6 ans en location, 9 ans ou 12 ans, on a les pourcentages de, euh, de remise, finalement, versés sous la forme d'une réduction sur vos impôts sur le revenu, qui n'est pas inconséquente, et que d'ailleurs, pour être précis, il s'agit de calculer non pas uniquement que sur le prix d'achat qu'est sur le notaire, mais incluant un nombre de dépenses qui font partie du coût d'acquisition. Un exemple ici que je mets là, on est capable de pouvoir effectivement gommer, parce que c'est le terme qu'on utilise, 5 000, voire 6 000 euros d'impôts sur le revenu payés par an pendant 6, 9 ou 12 ans en fonction des conditions de votre achat. Donc ce que je propose que nous fassions, c'est que nous fassions une étude de cas sur quelque chose que je connais, parce qu'un des deux biens sera un bien que j'ai acheté. Vous puissiez voir ensemble la manière dont j'évalue deux solutions comparables et que vous puissiez vous-même tirer vos propres conclusions. Moi, j'ai tiré la mienne. Mon profil client, ici, quelqu'un qui est célibataire, qui n'a jamais investi dans, dans l'immobilier et qui a une tranche marginale d'imposition de 30%. Donc quand je dis 30%, c'est quelqu'un qui a des revenus imposables entre 27 000 et 73 000 euros, comme vous pouvez voir ici, même si on parle ici du barème de l'impôt de 2019 sur les revenus 2018, mais on voit quand même qu'on touche ici un nombre d'investisseurs assez important. Donc il a un impôt sur le revenu d'environ 4 200 euros par an, c'est ce qu'il paye. Pour cette personne-là, il va choisir un appartement à Marseille et il a deux choix. Soit de prendre dans le neuf, et je vous parle d'un T3, je vous parle d'un prix que je connais très bien, pour 62 mètres carrés, dont en plus des 62 mètres carrés habitables, il y a un joli balcon en forme de terrasse de 19 mètres carrés. Ça lui fait un coût de 3 580 euros. Et essayons de chercher un bien qui offre des prestations à peu près équivalentes, donc un bien qui aura par exemple 20 ans d'existence, sorti en 2000, 2001 ou 2000 ou 2005. En faisant une estimation sur mesagents.com, comme vous pouvez le voir ici, ça remonte ici en l'occurrence à mars 2019, mais entre 185 000 et 194 000 euros à 3 000 euros le mètre carré dans ce quartier du premier arrondissement de Marseille, on arrive à un bien qui est plutôt autour de 2 900 euros. Donc on a bien ici une surcote de 17% de ce bien dans le neuf. Et encore une fois, pour le bien de notre analyse, comme on va essayer d'établir réellement, non pas sur la première année, mais sur une année de distorsion de 10 années, 9 années de défisque, plus une année derrière pour la revente, on va considérer effectivement que ce bien-là ici ne va pas croître, par exemple, de 1,5% par an, mais comme ce bien neuf ici va quelque part devenir un bien ancien dans 10 ans, il convient de lui faire au contraire rejoindre la croissance de ce bien-là. Donc en clair, ce bien-là ici,
dans 10 ans, aura gagné, ici j'ai pris 1% de taux de réévaluation annuelle. Donc ce bien-là vaudra 207 800 euros. En clair, notre bien acheté 222 000 euros sera revendu avec une sous-cote, avec une moins-value dans 10 ans. D'accord? Donc je vais effectivement avoir une perte, parce que je serai encore 6% sous mon niveau d'achat, tel que je l'ai exprimé ici. Donc maintenant qu'on a cet achat-là, on va avoir des frais de notaire dans l'ancien qui sont supérieurs à ce qu'on a dans le neuf. Donc on est plutôt parti pour payer 13 300 euros de frais de notaire contre 4 440 à peu près ici dans le neuf. Frais de crédit logement de ce dossier-là, on va payer des frais de dossier pour l'apport bancaire et on va avoir un certain nombre d'aménagements à faire. J'ai estimé ici à quelques 800 euros pour un petit coup de peinture dans cet appartement qui a maintenant 15 ans d'âge, alors qu'ici, il va falloir aménager les placards, aménager une cuisine, en être un petit peu malin, pour 3 800 à 4 000 euros, on va s'en sortir. Donc on a bien effectivement ici un financement qui est de 208 000 euros à apporter, alors qu'ici on est sur 234 000 euros à apporter. En utilisant une mécanique qu'on peut trouver n'importe où sur Internet, vous allez voir qu'ici on est sur 980 euros par mois sur un taux de 1,25% assurance comprise sur 20 ans, alors qu'on va être effectivement à peu près 1100 euros ici. Et on a effectivement ces frais intercalaires. J'ai pris ici 18 mois. On pourrait peut-être trouver un bien qui serait directement disponible tout de suite, mais admettons qu'on a ces 18 mois à prendre. J'ai compté qu'on avait 5400 euros de frais intercalaires totaux sur 18 mois avec environ 300 euros par mois. D'accord? Qu'est-ce que l'on peut voir en termes de rentabilité, en termes de cash flow? D'abord, ici, j'ai parti du principe que le loyer, qui est à peu près de 950 euros qu'on peut obtenir, serait un peu inférieur pour un appartement un petit peu ancien. Et comme ma prestation est légèrement supérieure, j'ai une espèce de surcote pour le neuf. Vous avez l'argument d'être le premier dans un bien. Donc ici, on a 30 euros de surcote ici qu'on peut estimer sur le loyer qu'on va encaisser, les charges locatives comprises, ce qui nous apporte ici effectivement une meilleure rentabilité brute sur mon ancien de bon niveau par rapport à celle que j'ai ici qui est de 5,24%. Vous voyez, encore une fois, on n'est pas en train de prendre un bien dont la rentabilité serait de 3%. Bien évidemment, il faut chercher un bien immobilier neuf qui vous donne une rentabilité brute correcte. La taxe foncière sera la même, la valeur locative étant à peu près la même. Chaque propriété, l'autre résidence étant relativement récente, sont à peu près les mêmes. Et puis, on va prévoir ici à peu près 500 euros de coûts de rénovation. Qu'est-ce qui se passe si vous devez changer le four dans un an? Voilà, on va essayer de prévoir une sorte de provision pour baisse des charges. Ça nous fait un résultat imposable ici de 678 euros contre 750 euros ici. Donc on a un résultat imposable au revenu foncier de 104 euros ici. Ici on a 225 euros. On est sur donc du foncier de type 2044, hein, on est bien d'accord, on est sur du nu. On a par contre ici un avantage fiscal qui est calculé ici. Donc on a ce coût, on a donc nos frais de notaire, on a nos frais d'aménagement qui sont ajoutés au prix d'achat de 222 000 euros. J'ai une dotation ici qui est sur 9 ans, donc j'ai un taux de 18% que je ramène à 9 années et qui me permet, en le ramenant au mois, d'avoir 384 euros ou 4 600 euros. Donc on est bien en train de se défiscaliser complètement et nos 4 200 euros d'impôt sur le revenu deviennent zéro. Et on a effectivement là un impact psychologique majeur, parce que vous êtes en train de vous dire, ben voilà, j'ai lissé à zéro mon impôt sur le revenu que je paye effectivement maintenant par prélèvement libératoire pendant 9 années. Donc, on va ici réintégrer le remboursement d'emprunt, d'accord? Donc on a quelque part un cash flow mensuel ici qui est négatif, avec 505 euros qui vont apparaître ici. Donc on a un effort trésorerie qui est fort. Et parce qu'on a effectivement cette reprise d'impôt qui vient ici nous amoindrir notre cash flow mensuel, on a ici un cash flow mensuel qui n'est que négatif de 185 euros. Nous verrons par ailleurs qu'il est moyen de faire bien mieux et d'obtenir notamment des prêts avec des approches où on va faire des paliers progressifs de façon à ce que pendant quasiment toute la durée de votre opération, vous serez un cash flow positif. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. En faisant maintenant une annualisation et en essayant de ne pas reconsidérer ce cash flow de la première année sur les années suivantes, parce que quelque part, le loyer va croître de la même manière pour les deux biens, et on a déjà pris une hypothèse de départ sur la valeur de sortie. Donc ici, j'y retrouve ici, sur mon année 0, j'ai mis d'un seul coup la valeur des intérêts intercalaires. Et je me retrouve ici avec
le cash flow négatif des 505 euros multiplié par 12 pour la première année, que j'ai redistribué sur les années 1 à 9. Et j'ai ici la même chose, et j'ai pris du principe qu'on aurait donc chez vous, j'ai mis ici les états intercalaires sont déjà sur la première année 0 et 1 ici. Donc ici, je considère que le loyer ne va intervenir qu'au bout du 6e mois. Donc j'ai un impact qui apparaît là. Et puis en l'année 10, j'ai un dénouement. Dans le dénouement, ça veut dire que je prends le calcul de l'amortissement de mon bien. J'aurai ici 87 000 euros qui me restent à rembourser, et qui est donc une sortie que je fais à la banque. Et moi, je vais encaisser mes 207 800 euros qui vont ici. Donc vous retrouvez la formule qui est là. Et ici, le capital restendu, lui, est supérieur, parce que je pars d'un montant d'emprunt qui est supérieur, et je viens ici lui soustraire, ou plutôt je vais encaisser 207 800 euros et soustraire les 87 723 euros qui est le capital restendu à l'époque. Pour confirmer l'analyse faite au niveau de la somme des cash flows non actualisés et le taux de rendement interne, quand je calcule ici la valeur actuelle, donc quand j'actualise les cash flows futurs à leur valeur d'aujourd'hui, ce qui explique donc que les 6062 ont une valeur décroissante, parce que plus loin et dans l'avenir, ce cash flow et plus basse sera sa valeur. Je me rends compte effectivement que j'ai un total ici de cash flow futur actualisé de 21 000 euros et 37 000 ici. Donc j'ai bien une situation dans laquelle j'ai bien plus intérêt sur un strictement point de vue financier sur deux biens qui sont comparables en termes de prestation de services dans le même quartier. J'ai bien ici une victoire pour le cadre défiscalisant Pinel par rapport à un achat d'un bien ancien, relativement récent, ayant des prestations équivalentes. Donc vous l'aurez compris, je suis plutôt ici en train de vous dire, oui, on peut effectivement y aller sur des biens, pour peu qu'encore une fois, que ce type de bien-là fait partie de vos objectifs et de vos stratégies patrimoniales. Allons un peu plus loin. Essayons d'aller plus loin que la simple analyse financière. Premier point sur lequel je voulais insister, c'est être capable de pouvoir regarder les forces. Donc on l'a bien compris. Numéro un, on a le meilleur service potentiel à offrir sur le marché, ce qui va donc vous rendre plus compétitif par rapport à la masse d'autres logements sur le marché qui vont prendre plus de temps pour trouver preneur. Numéro un, vous fournissez donc un logement dernier cri, prestations phoniques intelligentes, prestations phoniques au top, thermique au top. Vous allez avoir un dessin d'appartement qui sera intelligent, vous n'aurez pas de long couloir, mais vous allez avoir un produit très attractif. Deuxième avantage, en prenant et en regardant si votre bien est dans une des zones tendues du gouvernement, vous savez presque déjà, même si je vous conseille de faire la propre analyse par vous-même, vous avez déjà un bien qui aura une forte demande locative, et donc vous savez que quand vous le mettrez sur le marché, vous allez avoir le téléphone qui va sonner rapidement pour trouver un locataire. Troisième avantage qui me semble intéressant, c'est un avantage fiscal qui est clair et connu à l'avance. Qui aujourd'hui, en créant une entreprise, sait déjà ce qu'il va encaisser pendant 9 ans. Là, l'avantage fiscal est clair, et en faisant un investissement dans une zone qui est une zone avec forte demande locative, vous êtes quasiment certain d'avoir effectivement ce flux de trésorerie qui va venir vers vous. Autre élément qui me semble important, l'élément psychologique. Ici, on est en train de parler d'une solution où vous êtes en train de vous alléger de 4 200 euros d'impôts pendant 10 ans. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, d'un point de vue psychologique, c'est une espèce de soulagement que vous ressentirez et qui me semble ici à ne pas dédaigner dans votre choix. Alors forcément, il y a des faiblesses. D'abord, on ne peut pas valoriser à 100% cette survaleur de qualité de prestation de service que vous apportez au marché, parce qu'on a ce plafond qui est là, et parce qu'il y a une réalité de marché. Aujourd'hui, à Marseille, 950 euros et un niveau de loyer pour un appartement de bonne qualité. C'est pas 1050. La réalité du terrain n'est pas là. Deuxièmement, vous avez des revenus plafonnés par la loi pour ce qui est de vos prochains locataires, donc vous pourrez avoir l'impression que vous prenez un risque d'impayé qui est supplémentaire. La réalité du marché, quand vous venez à Marseille, vous regardez les salaires des gens, c'est que les niveaux de plafond du revenu locataire sont complètement acceptables. Et en fait, c'est bien d'autres éléments qui vous permettront de garantir que vous allez avoir une bonne relation avec votre locataire, qui vous permettra de vous rasséréner sur votre capacité de pouvoir avoir quelqu'un dont vous comprendrez la situation familiale et professionnelle, et dont vous saurez donc son comportement est plutôt sain au niveau de sa capacité de pouvoir payer un loyer. Alors effectivement, il y a une autre faiblesse,
c'est une obligation de louer pendant 6, 9 ou 12 ans. Vous n'avez pas la souplesse de décider ce que vous faites de votre bien. Et puis enfin, le dernier élément, c'est l'effort de trésorerie. Il est en général relativement là. On a fait tout à l'heure des différentes simulations. Même s'il faut comprendre que dans l'effort de trésorerie, la réduction d'impôt, il convient de la reverser à votre bien immobilier. Effectivement, vous ne le paierez pas au fisc, mais dans l'équilibre de ce qu'on a vu tout à l'heure, on a pris en supposé qu'il y avait une réduction d'impôt. Donc, il convient de faire un virement mensuel de votre compte bancaire principal vers votre compte bancaire d'investissement locatif et de reverser à ce bien-là l'économie d'impôt que vous allez effectivement ne pas décaisser et que quelque part vous encaissez, mais qu'il convient de remettre dans le compte bancaire concerné. Un élément relativement important. Au niveau des opportunités, j'en vois quelques-unes. D'abord, c'est un investissement qui va être très simple à financer parce qu'il est connu par les banques. Donc les banques elles savent ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Elles savent que le bien sera probablement fortement demandé et que trouver un locataire au niveau de votre formulaire d'attestation locative qu'il faut toujours qu'il arrive à porter, et sait que vous allez toucher la somme d'argent. On sait aussi que vous allez avoir probablement peu ou prou de réparations majeures pendant 7 à 8 ans. Et enfin, on est capable ici d'avoir un mode de financement qui va permettre d'avoir un cash flow dette positif, parce que finalement, en décidant de repousser dans le temps le remboursement du capital, pour que vous ayez beaucoup de cash flow positif pendant la période des 9 années, même si vous allez avoir un reliquat de fin de dénouement qui sera moindre en termes de décalage entre la valeur de revente, et on a pris une décote, vous vous souvenez tout à l'heure, et le capital restant dû qui sera supérieur, c'est pas grave parce que vous allez générer des cash flow net positifs pendant 9 années, ce qui encore une fois est bon psychologique, et bon aussi pour pouvoir faire d'autres opérations pendant ce temps-là. Et pour moi, encore une fois, être capable d'avoir cette garantie d'avoir une activité positive et pérenne pendant 9 ans me semble un élément opportun en termes de votre stratégie de financement qui ici, avec des taux à moins d'1% par an, nous permet complètement de faire cette approche par palier progressif. Je pourrais en dire plus dans une autre vidéo, c'est intéressé. Et puis, effectivement, il y a un certain nombre de risques. Il y a des risques qui sont liés au fait d'aller vers une surcote beaucoup trop forte par rapport à ce qui est la bonne valorisation d'un bien équivalent dans le marché. Donc attention, ici j'ai à cet émoi une surcote de 16%, ça peut être différent, à vous d'établir ce que vous voulez faire, mais attention. Attention aussi évidemment à ne pas vous faire attraper comme un égout à une opération purement marketing sur la carotte fiscale. Validez bien le triple E, la règle de l'emplacement, emplacement, emplacement, pour prendre un bien de très bonne qualité. Attention à ne pas renier votre rentabilité en prenant tout de suite assurance garantie locative, assurance impayée, assurance gestion locative. Attention aussi à ne pas trop oublier que vous aurez sans doute des petits pépins de démarrage chantier. Il va falloir être vigilant sur le promoteur pour que tout soit bien carré et que le bien soit louable le plus tôt possible, sans pépin pour votre futur locataire. Et puis, on aura sans doute des frais. J'ai mis ici 3 800 €, mais vous aurez des frais initiaux, ne serait-ce que pour pouvoir finir de compléter les éléments de cuisine ou de placard dans ce bien-là. Donc, voilà pour ce qui est de ces éléments-là. En conclusion, il y a des erreurs à ne vraiment pas faire. Le premier, c'est cette carotte fiscale de toute défiscalisation au mépris de la validation d'un rendement et d'un choix d'un bien immobilier qui, encore une fois, doit être apprécié dans un macro-marché et dans un micro-marché et dans un placement donné. Deuxième erreur, ne pas aller sur place. Faire un achat d'un bien fiscal ou d'un bien financier, c'est une erreur. C'est d'abord un investissement immobilier que vous faites ou pas dans un cas fiscal. La troisième erreur, tout à l'heure, je l'ai déjà dit avec des détails. Attention à la forte trésorerie. Quand même, vous ne pourriez pas faire ce financement en faisant des paliers progressifs de remboursement capital. L'autonomie d'impôt doit être reversée au bien que vous allez acheter. Ne considérez pas que vous avez juste fait disparaître le paiement d'impôt sur le revenu et qu'il n'y a pas à réinvestir cette somme-là dans le bien. Il faut le faire. Attention à la fainéantise, à prendre un bien qui va rouler tout seul. Non. Il y a un suivi de chantier à faire au début, il y a des aménagements à faire, il y a un locataire sur lequel il va falloir s'intéresser à faire le bon choix. Il y a un travail, encore une fois, on est sur l'investissement, donc on est là sur quelque chose qui demande un engagement de votre part. Et enfin, soyez s'il vous plaît attentifs à votre choix de votre promoteur immobilier. Attention à des promoteurs qui ne sont pas pignons sur rue. Prenez des grands noms,
Vous êtes certain qu'ils ont la garantie bancaire qui vont bien, vous êtes certain qu'ils ont fait une prospection du foncier qui vous permet de vous d'avoir un bel emplacement et vous savez que à la fin vous aurez un bien dont la qualité de construction sera là. Voilà pour mon analyse. J'espère que vous aide à vous aussi à vous forger votre propre opinion et peut-être à une prochaine vidéo.